Monsieur le Wali, les autorités présentes, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier et d'exprimer toute ma gratitude au professeur Jamal Belkadir qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette réunion dont j'ai apprécié la haute tenue scientifique. Je voudrais aussi dire toute l'admiration que je porte au professeur Belkadir depuis que je participe à ces réunions pour l'œuvre remarquable qu'il accomplit en faveur des diabétiques dans ce cher pays, le Maroc. Je voudrais aussi vous dire tout le plaisir que j'ai de me trouver à Laayoune, cette terre éminemment marocaine, à laquelle je suis particulièrement attaché, et je vous ferai une confidence, c'est que je me sens moi-même un peu marocain depuis que j'ai eu la chance d'épouser une de vos compatriotes. Je voudrais avancer le fonctionnement, comme on montre, c'est ici. Je ne reviendrai pas sur l'épidémie qui sévit actuellement dans le domaine du diabète. On en a abondamment parlé toute la journée. Inutile d'y revenir. Mais l'on peut se poser la question sur les facteurs responsables de cette épidémie. Ce n'est sûrement pas la génétique, mais il y a des facteurs environnementaux qui sont largement connus et ont été longuement discutés, entre autres les déviations alimentaires, la sédentarité. Tout cela est bien connu, facilité par l'urbanisation et la précarité. Mais deux nouveaux facteurs de risque ont récemment émergé, le microbiote et les perturbateurs endocriniens. Je ne vous parlerai pas du microbiote, ce n'est pas l'objet de mon intervention, je vous parlerai simplement des perturbateurs endocriniens. Mais je voudrais d'emblée souligner que c'est un sujet éminemment polémique, qui a une connotation scientifique indiscutable, mais qui a en même temps un impact socio-économique et qui est un problème politique majeur pour tous les États qui sont confrontés à ce problème. Mais qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Alors l'Organisation mondiale de la santé a parfaitement défini ce que c'était. On entend par perturbateur endocrinien toute substance ou mélange exogène altérant le fonctionnement du système endocrinien, induisant des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou sous-populations. De nombreuses molécules font partie de ces perturbateurs endocriniens. Certaines ont une origine naturelle, vous les trouvez dans les aliments, et vous avez ici une liste de ces produits, les phytoestrogènes, je n'insiste pas, les aliments, les légumineuses, les haricots, les carottes, etc., et j'en passe. Mais la majorité des perturbateurs endocriniens sont d'origine chimique et sont la conséquence de la production industrielle de ces substances, avec les pesticides organochlorés dont vous avez largement entendu parler, qui posent un gros problème dans l'agriculture, et vous voyez se pointer le problème économique et politique qui se pose à ce sujet. Également d'autres produits qui interviennent dans la fabrication des plastiques, et vous savez la place énorme qu'a les plastiques dans notre société, et également des produits pharmaceutiques synthétiques, en particulier les œstrogènes. Je n'insiste pas sur cela. Mais ces perturbateurs endocriniens ont un mode d'action complexe, indépendant de la toxicologie classique. Je ne veux pas vous donner des détails trop complexes pour ceux qui ne sont pas médecins ou qui n'ont pas de connaissance de ces choses-là, mais il faut quand même le citer parce que ça a une incidence sur les données que j'aurai à présenter ultérieurement. En effet, ces perturbateurs endocriniens ont une relation dose-effet non linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon Paracels, et on remonte là au XVe siècle, une substance, toxique en particulier, est d'autant plus toxique que la dose est plus forte. C'est facile à comprendre, ça. Mais dans les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ces produits peuvent être plus dangereux, plus toxiques, à dose très faible, et moins toxiques à dose forte. Voilà qui est surprenant, mais c'est ainsi. Deuxièmement, ils agissent à très faible dose, je l'ai dit,
Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail. Alors l'effet cocktail, c'est que nous sommes envahis par les perturbateurs endocriniens. Si on les dose chez chacun d'entre vous, on va en trouver 8, 10, 15 dans votre sang, dans les urines, etc. Or, un seul perturbateur endocrinien peut ne pas avoir d'effet toxique, et lorsqu'ils sont associés entre eux, là, ils deviennent dangereux. La bioaccumulation. Alors la bioaccumulation, c'est quelque chose de très important. C'est que ces perturbateurs endocriniens sont répandus dans toute la nature. Il y en a dans l'eau, il y en a dans la terre, il y en a dans les aliments. Et les petits animaux, ici cette plaque vous montre un phénomène de bioaccumulation décrit dans le lac Ontario aux États-Unis. À la suite de dispersion d'origine industrielle, les petits micro-organismes du lac fixent ces produits, puis des crevettes ou des petits animaux vont les manger et concentrent, puis les poissons vont manger les crevettes et concentrent encore, et finalement, en bout de chaîne, eh bien, les goélands argentés qui mangent les poissons contiendront des quantités considérables, beaucoup plus concentrées de ces substances. Enfin, la fenêtre d'exposition est très importante, c'est-à-dire que, et cela vous verrez a une grande importance pratique, c'est qu'il y a des périodes de grande sensibilité aux perturbateurs endocriniens, c'est la vie embryonnaire, la femme enceinte qui est particulièrement exposée, l'allaitement, l'enfance et l'adolescence. Alors, l'histoire des perturbateurs endocriniens, je ne vais pas vous la détailler, mais c'est quand même intéressant de la rappeler. La première alerte est venue non pas des médecins, mais est venue des biologistes et des zoologistes qui ont souligné les atteintes animales liées à l'environnement. Et cela a en particulier été mis en exergue pour la disparition des oiseaux dans certaines régions des États-Unis où il y avait eu une forte contamination, en particulier par la DDT, et qui avait entraîné la disparition de nombreuses espèces aviaires, et en particulier de cet oiseau symbolique des États-Unis, qui est l'aigle à tête blanche, et qui a donné naissance à un livre absolument remarquable et qui a eu un retentissement mondial, de Rachel Carson, Silent Spring, c'est-à-dire le printemps silencieux où l'on n'entendait plus le chant des oiseaux. Mais c'est Theodora Colborn qui fut un précurseur du problème. Theodora Colborn a en effet souligné que si les animaux étaient affectés par ces polluants, eh bien les hommes pouvaient aussi être affectés. Et à partir de là, elle a réuni une série de scientifiques, de politiques, d'économistes qui ont formulé un premier avertissement international sur les risques des perturbateurs endocriniens qu'on appelle la déclaration de Wingspread, où vous le voyez, je l'ai mis en gras pour ne pas vous lire toute la déclaration. Les hommes sont également affectés par ces composés. La période d'exposition est cruciale, la période embryonnaire étant particulièrement vulnérable. Et puis, à partir de là, eh bien, les médecins se sont intéressés, les chercheurs, de plus en plus à ce problème, et de nombreux arguments issus de l'expérimentation animale et d'études épidémiologiques ont conduit à mettre en cause les perturbateurs endocriniens dans de nombreuses pathologies. Et actuellement, il y a toute une série de travaux expérimentaux, épidémiologiques, qui mettent en cause ces molécules chimiques dans des pathologies aussi différentes que les malformations génitales, les pubertés précoces, la stérilité, les cancers hormonodépendants, en particulier le cancer de la prostate, où il y a beaucoup d'arguments là en faveur du rôle d'une molécule chimique, les troubles du neurodéveloppement. Mais aujourd'hui, je dois vous parler du problème des perturbateurs endocriniens et du diabète, et cela constitue une nouvelle approche. Vous l'avez vu, lorsqu'on parle d'épidémie de diabète, on pense tout de suite à l'alimentation, à la sédentarité, et on a raison, ce sont des facteurs majeurs. Mais actuellement, des données expérimentales et épidémiologiques ont apporté progressivement
des arguments en faveur du rôle obésogène et diabétogène de plusieurs perturbateurs endocriniens. Alors, je ne veux pas vous assommer aujourd'hui avec des données scientifiques complexes, mais je vais prendre quelques exemples pour essayer de vous convaincre de l'importance du problème. Tout d'abord, des études expérimentales chez les souris. Là, je n'insisterai pas, des souris adultes exposées à la dioxine, qui est une molécule chimique résultant en particulier de la combustion des ordures, présente une diminution de la sécrétion d'insuline. On a observé également une insulinorésistance après exposition de souris et des rats à divers polluants. Je vous présente ici une image qui est tout à fait je dirais caricaturale, où lorsque une femelle de souris est exposée au distilbène, qui est un oestrogène synthétique, pendant sa grossesse, les souriceaux qui naissent deviennent obèses, alors que les souris témoins ne le deviennent pas. Mais vous me direz, tout ça, ce sont des données expérimentales, et finalement, peut-on appliquer cela à l'homme ? Eh bien oui, il y a des données maintenant chez l'homme, des données épidémiologiques. Tout d'abord, on a été frappé par un fait qui n'a peut-être pas une valeur de causalité, mais qui est assez spectaculaire et qui est présenté sur cette courbe, où vous voyez que depuis 1940 jusqu'à 2010, il y a eu une production considérable par l'industrie de molécules chimiques. Et le nombre de molécules de produits chimiques a eu une inflation extraordinaire. Et parallèlement, la prévalence du diabète a augmenté de façon tout à fait symétrique. Alors évidemment, il n'en fallait pas plus pour que certains esprits disent « ben oui, il y a une liaison ». En fait, on ne peut pas établir une liaison de causalité à partir de cette courbe. Mais elle a été, disons, un point de départ. Alors, à partir de là, il y a eu des études, je reviens en arrière, des faits qui ont attiré une attention, ce sont les expositions accidentelles à des polluants organiques. Il y en a eu plusieurs, il y a l'accident de Seveso en Italie du Nord, où à la suite d'une explosion, il y a eu, dans une usine, il y a eu des ouvriers qui ont été exposés à la dioxine. Et on a observé chez les femmes en particulier exposées une augmentation de diabète et de mortalité. Les vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient été exposés à l'agent défoliant orange, on a observé qu'au fil des années, ils présentaient un taux de diabète beaucoup plus important que des militaires qui n'avaient pas été exposés. Et puis un accident à Taïwan où la consommation d'une huile contaminée par des polluants, PCB, dioxine, a été suivi d'une prévalence augmentée de diabète. Mais me direz-vous, ça ce sont des accidents, c'est-à-dire que ces gens-là, quelle que soit la situation, avaient été exposés à de fortes doses de polluants. Eh bien, il y a des études qui sont venues maintenant établir des situations correspondant à la vie de tous les jours. C'est-à-dire analyser le risque de diabète chez des personnes qui ne sont pas exposées à des doses massives, comme ça avait été le cas précédemment. Alors là, il y a ce qu'on appelle des études cas témoins, et un nombre important d'études effectuées dans la population générale a confirmé un lien entre la présence de perturbateurs endocriniens dans le sang ou les urines et l'existence d'un diabète. C'est le cas d'un important programme aux États-Unis qu'on appelle National Health and Nutrition Examination, où depuis 1999, les scientifiques américains dosent dans le sang et les urines plusieurs composés chimiques et ont constaté une forte corrélation entre le taux de ces composés, de ces polluants, et la présence d'un diabète. Également, une autre étude, il y en a beaucoup, je ne pouvais pas tout vous présenter, j'en ai extrait quelques-unes, une autre étude qui aboutit à la même conclusion, qui concerne 1016 patients, dont 114 diabétiques. Je n'insiste pas. Et puis, ce que l'on a observé, et cette figure est très spectaculaire, c'est que la prévalence du diabète
est fonction non seulement du taux de polluants, mais est également fonction du degré d'obésité. Et en quelque sorte, il y a une synergie entre l'intoxication par ces polluants et l'excès de masse grasse. Plus on est obèse et plus on a de polluants, plus on risque de devenir diabétique. Et 3 études le montrent, comme vous le voyez sur cette plaque. Il y a ensuite des études prospectives. Alors les études prospectives ont suivi pendant longtemps une population bien définie pour voir si, ayant été exposés à des produits polluants, le risque diabétique était augmenté. Eh bien, il y en a plusieurs. Je n'ai pas le temps, bien sûr, dans ce temps-là, de vous détailler, de vous donner tous les détails. La Nurse Health Study aux États-Unis a confirmé également une corrélation positive entre l'exposition préalable au biphénol A et la survenue d'un diabète chez les femmes préménopausées. Les études Cardia et Pivus ont abouti aux mêmes conclusions. Et tout récemment, il vient de sortir une étude parue le 30 octobre dans une revue américaine d'une équipe française qui a montré que l'exposition au biphénol A et au biphénol S était également un facteur de risque important de diabète. Alors me direz-vous, tout ça c'est bien joli, mais enfin, comment ces perturbateurs endocriniens peuvent-ils perturber le métabolisme glucidique et peuvent-ils engendrer un diabète? Alors là aussi, je voudrais ne pas être trop long et trop complexe. Les perturbateurs endocriniens sont en principe des molécules chimiques qui se lient avec les récepteurs hormonaux présents dans le foie, dans les muscles, etc. Et les récepteurs aux œstrogènes sont en particulier impliqués, et d'autres récepteurs également, qui peuvent être des récepteurs membranaires. Et quand ces polluants se lient avec ces récepteurs, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une action agoniste. Vous voyez ça sur la plaque qui est présentée, c'est-à-dire avoir un effet semblable à celui de l'hormone, ou un effet antagoniste, bloquer l'action de l'hormone. Et cela est un mode d'action. Il y a un deuxième mode d'action qui est une action au niveau des mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petits organites contenus dans les cellules qui jouent un rôle fondamental dans l'économie métabolique. Et on a montré que peut-être c'était à ce niveau que le diabète avait son explication, et on a montré aussi que de faibles doses de polluants peuvent induire un dysfonctionnement de cette usine qu'est la mitochondrie, qui joue un rôle capital dans notre fonctionnement métabolique, induisant insulinorésistance et diabète. Mais ce qui est le plus important encore, et qui a le plus grand intérêt pratique dans la vie pour les médecins, c'est le risque fœtal. Le risque fœtal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces molécules chimiques, chez la femme enceinte, traversent la barrière placentaire et vont aller au contact du fœtus. Et vous le voyez, une étude ici de Woodruff qui montre que chez la femme enceinte, dans le liquide amniotique humain, le fœtus baigne dans un véritable bain de molécules chimiques. Et il y a une étude française, une série française qui a été étudiée, où on montre que la grande majorité des femmes enceintes sont exposées à ces polluants. Or, ici, nous rentrons dans un domaine qui est très important, c'est que lorsque l'expérimentation animale a confirmé que l'expression du génome, qui conditionne notre hérédité, et le fonctionnement de tout l'organisme, peut être modifié par ce qu'on appelle la méthylation de la chromatine, induisant des modifications du phénotype transmissibles à la descendance sans qu'il y ait altération du génome. On appelle ça l'épigénétique. Et ces phénomènes ont une particulièrement importance lors des premiers temps de la vie fœtale. Et on a montré, ceci en pratique est vraiment capital, que l'alimentation maternelle, mais aussi l'alimentation paternelle, jouent un rôle important dans ces processus, mais aussi que les polluants interviennent dans ces processus.
Et donc, on pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que l'intervention chez l'homme de ces mécanismes épigénétiques explique la transmission transgénérationnelle d'anomalies métaboliques induites par beaucoup de facteurs et entre autres les polluants chimiques pendant les premiers stades de la vie embryonnaire. Et alors là, il y a une plaque qui vous montre toutes les études qui prouvent la chose, je n'insiste pas, mais voilà une plaque qui illustre ce que je viens de vous dire. Vous avez une femme enceinte et vous voyez que en bas, vous avez l'environnement prénatal, des divers facteurs et entre autres des molécules obésogènes ou diabétogènes que la mère va consommer avec son alimentation et par d'autres voies, va agir sur le fœtus pour modifier le système épigénétique qui fera que les enfants nés de cette mère seront atteints de diverses pathologies, dont le diabète, et cela pouvant se continuer sur plusieurs générations. Ça, c'est quelque chose de très, très important qui doit intéresser au premier chef non seulement les généralistes, les diabétologues, mais les gynécologues. Enfin, je voudrais vous dire qu'un couple important, c'est perturbations endocriniennes et microbiote. Alors actuellement, ça n'a pas fait partie de mon exposé, mais je voudrais quand même souligner que de nombreux arguments impliquent le microbiome dans le développement de l'obésité et du diabète par des modifications épigénétiques, comme je viens de vous le dire, survenues in utero. Et des recherches conduites chez l'animal ont mis en évidence un déséquilibre de la flore intestinale induit par divers composés, conduisant à s'interroger sur les conséquences des modifications du microbiome intestinal provoquées par les perturbateurs endocriniens sur le métabolisme glucidique. Alors me direz-vous, tout ce que vous venez de nous raconter, c'est très très bien, c'est très intéressant, mais quelles conséquences pratiques? Et je crois que ça doit être quand même développé. Eh bien, là, il y a l'importance de la prévention. Et on revient à ce sujet de la prévention qui a fait l'objet de multiples interventions aujourd'hui. La multiplicité et la large diffusion des perturbateurs endocriniens et les intérêts en cause, et là nous venons à la politique, rendent difficile la mise en œuvre d'une politique de prévention en ce domaine. Certains pays tentent de légiférer à partir des données précisant le risque de telle ou telle molécule chimique classée perturbateur endocrinien. Mais il ne faut pas se leurrer, de multiples difficultés tiennent aux incertitudes et contradictions des études qui ne prennent pas toujours en compte l'effet cocktail et les fenêtres d'exposition. Alors la position de la France. La France est concernée par ce problème et s'en préoccupe. Tout d'abord, elle a formulé 2 interdictions. L'interdiction du bisphénol A, qui est une des molécules chimiques les plus importantes. Je crois que dans le monde, c'est 5 millions de tonnes qui sont produites chaque année de bisphénol A. Le bisphénol A est essentiellement utilisé dans la fabrication des plastiques. Eh bien, il est actuellement interdit en France dans les biberons et dans les contenants alimentaires. Et les phtalates qui sont interdits pour la fabrication des jouets et des emballages alimentaires gras. En effet, les jouets que les jeunes enfants, vous savez, sucent facilement. La France a également créé 2 cohortes. La cohorte ELF, qui comporte 18 000 enfants nés en 2011, avec collecte des échantillons biologiques chez 8 000 mères, pour voir si ces perturbateurs endocriniens vont entraîner des pathologies diverses et variées, entre autres le diabète. Et enfin, il y a un programme d'expertise qui est conduit par des institutions en charge de la sécurité sanitaire, l'Agence nationale pour l'alimentation, afin de statuer annuellement sur plusieurs substances. Mais beaucoup reste à faire concernant la pollution alimentaire, celle des eaux et des sols. Et je dois vous dire qu'il existe actuellement environ 900 molécules chimiques considérées comme perturbateurs endocriniens et qu'il n'y a qu'un très petit nombre qui ont fait l'objet d'études scientifiques et de mesures législatives. L'Europe. Alors l'Europe, une série de décisions ont été prises pour contrôler la mise sur le marché des divers agents chimiques
qui doivent répondre à des critères précis de sécurité. C'est ce qu'on appelle le règlement REAC. Mais la Commission européenne a traîné et tardé pour définir exactement les perturbateurs endocriniens et améliorer la législation pour la rendre plus efficace. Et certains esprits, peut-être malvenus, ont considéré que la Commission européenne était parfois influencée par les lobbies. Alors, les principales sources d'exposition aux perturbateurs endocriniens, vous en avez une liste. Les fruits et légumes, céréales par les pesticides, les viandes et laitages par les polybromés, les poissons gras par les dioxines, le PCB mercure, les conserves surgelées, plats préparés par les additifs alimentaires, les édulcorants, l'eau qui contient des médicaments. En effet, vous savez que le traitement des eaux élimine beaucoup d'agents pathogènes, des germes, etc. Mais les médicaments peuvent passer, bien qu'il y ait des techniques pour essayer de réduire leur présence. Les pesticides, les perchlorates, le nitrate, le plomb, les oestrogènes. Et puis les ustensiles de cuisine, en particulier les poêles avec adhésif pour éviter la fixation des aliments de cuisson. Vous voyez qu'il y a énormément dans tout notre environnement de perturbateurs endocriniens. Et puis ensuite, c'est pas fini. Vous avez les salles de bain, les chambres, les vêtements, les voitures, les jardins, les voies respiratoires. Tout cela, tous peuvent être contaminés par des perturbateurs endocriniens. Vous voyez la difficulté du problème. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est une imprégnation mondiale. Au début, il y avait bien entendu les pays industrialisés qui étaient prioritairement touchés. Mais actuellement, même les pays en voie de développement sont concernés par ce problème. Et je ne cite qu'un exemple, par exemple le biphénol A, 93% de la population de plus de 6 ans est concernée. Les phtalates, en France, toutes les femmes enceintes. Les pesticides, 90% de la population. Donc, vous le voyez, c'est un problème qui est quand même très important. Alors, comment lutter contre ça? Tout d'abord, il faut savoir que la source principale des perturbateurs endocriniens, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. D'où le conseil donné d'une alimentation bio. Et alors là, il y a eu des études qui ont montré que des jeunes enfants soumis bénéficiant d'une alimentation bio ont un taux de perturbateurs endocriniens 6 fois inférieur à celui des enfants qui ont une alimentation traditionnelle. C'est une étude qui a été faite par Colborn. La médecine du travail est également concernée, et ça c'est très important aussi. En effet, de nombreux produits qualifiés perturbateurs endocriniens peuvent affecter les travailleurs de multiples professions, l'industrie, l'agriculture surtout, et puis d'autres professions. Et en l'absence de possibilité de les supprimer ou de les remplacer, il faut limiter les expositions. Et en particulier, il faut limiter l'exposition des femmes enceintes ou allaitantes qui doivent bénéficier de postes de travail qui sont moins exposés à ces produits. Voilà ce que je voulais vous dire, et maintenant j'en arrive, peut-on dégager quelques conclusions? Je crois que d'abord, il y a de multiples arguments expérimentaux et des études documentées chez l'homme qui conduisent à suspecter le rôle de plusieurs perturbateurs endocriniens dans l'épidémie de diabète et d'obésité. Je crois que ce n'est pas une vue, je dirais, une vue stratosphérique, et la plupart des sociétés savantes, la Société d'endocrinologie américaine, la Société française d'endocrinologie, sont conscientes du problème et le reconnaissent. Mais le gros point, c'est de savoir quelle importance ont ces facteurs par rapport aux facteurs de risque traditionnels, qui eux sont robustes, bien connus, l'alimentation, la sédentarité, etc. Leur connaissance et le principe de précaution doivent conduire à prendre des mesures de prévention chez les sujets à risque. Alors, principalement chez la femme enceinte, avant et pendant la grossesse, chez les nourrissons et les adolescents, et chez les sujets exposés professionnellement. Les pratiques agricoles et celles de l'industrie alimentaire doivent changer. Alors ça, c'est nécessaire, mais c'est difficile à mettre en œuvre pour des quantités de raisons que vous comprenez. Et
Et tous les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et là, je vous dirais que les politiques sont engagés dans cette voie, mais sont dans une situation extrêmement difficile. Car il y a d'une part les scientifiques qui apportent des arguments convaincants en faveur du danger des perturbateurs endocriniens et qui disent aux politiques qu'il faut légiférer. Et d'autre part, vous avez les industriels qui mettent en avant que si on supprime telle ou telle molécule, on va avoir des conséquences socio-économiques redoutables lorsqu'il s'agit de produits qui sont produits par millions de tonnes, comme le biphénol A. Voilà, alors j'espère vous avoir apporté une connaissance de ce problème. Je m'excuse de certains aspects peut-être un peu trop scientifiques pour ceux qui ne sont pas médecins, mais j'étais obligé quand même de vous dire, de vous les présenter, sinon vous auriez dit ce sont des élucubrations. Non, ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des données réelles, scientifiquement démontrées. Mais maintenant, le gros problème pratique, c'est l'importance de ces perturbateurs endocriniens par rapport aux autres facteurs de risque bien connus, et deuxièmement, comment agir et comment les remplacer. Par exemple, vous avez des herbicides ou des insecticides qui sont employés en agriculture, qui sont très dangereux. L'idéal serait d'avoir des produits qui agissent sur les mauvaises herbes, mais ne touchent pas l'animal, l'homme. C'est ça le problème. Alors je crois que pour le Maroc, c'est un problème qui est important. C'est un problème qui est important. Je ne sais pas si le gouvernement marocain s'est saisi de cette question, mais peut-être serait-il nécessaire qu'elle soit abordée. Voilà, je termine par là et je m'excuse si j'ai été peut-être un peu ennuyeux par certains aspects de mon exposé.